mesdames et messieurs, cette fois-ci sur l'hebdo des éditorialistes. Trois invités ce dimanche. Herman Parfait, Agnam Bossou de Canal 3 Bénin. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs, comment allez-vous? Je vais Heureuse super année à bien. vous, heureuse Merci année également à tout le beaucoup. personnel de E-Télé, à toute la direction également, à tous ceux qui nous soutiennent, étant aussi d'une télévision. Je dis heureuse année à nos partenaires aussi. Merci Et à beaucoup. tous ceux qui nous aident dans Ah, cette crise que nous traversons tous, hein. absolument. Voilà. Merci à vous, Herman. À ma gauche, Ricardo Loïc Bekou de la télévision nationale. Bonjour, Ricardo. Bonjour Angèle, comment allez-vous? Bonne fête. Merci beaucoup. Mes meilleurs vœux à vous Le aussi. réciproque. Et à côté de vous, Cyriac Dekano, point focal communication, ministère de la communication. Bonjour, Cyriac. Bonjour chers consoeurs, bonjour chers collègues journalistes et je salue également au passage les milliers de téléspectateurs de E-Télé. Et les auditeurs de Océan FM aussi. Ne les oublions surtout pas. Voilà. Pas du tout. Alors, merci beaucoup donc d'avoir répondu présent à notre invitation. On va y aller sans autre protocole. Le premier sujet, il est de vous, Herman Aniabossou. Tout à fait, oui. Vous avez voulu parler des femmes. Les femmes dans l'arène politique sous le régime en place. Oui, les femmes, parce qu'effectivement, il n'est pas à savoir qu'on parle souvent de parité, parité homme-femme, mais la plupart des ONG et des organisations qui luttent pour cette parité-là travaillent à ce qu'il y ait une parité homme-femme dans partout. Alors, c'est de savoir si la femme, sous le régime Patrice Talon, a pu s'émerger ou si elle est restée toujours dans cette marge-là qu'on lui connaît. Et on se rend compte finalement, effectivement, quand on fait le point un peu au niveau du Parlement, vous vous rendez compte qu'il y a des femmes qui ont été représentées. Il y en a, quand on fait le bilan, on se rend compte que oui, d'une assemblée à une autre, c'est-à-dire d'un mandat parlementaire à un autre, le nombre de femmes n'est pas forcément le même nombre. Et donc aujourd'hui, c'est de savoir si les femmes, quoique minoritairement représentées au Parlement, est-ce qu'elles jouent le rôle pour lequel elles sont là. Vous avez dû constater également au niveau des partis politiques, sur la dizaine de formations politiques que nous avons dans le pays, il y a une qui est gardée par une femme qui s'y est mise bec et ongle pour pouvoir maintenir son parti politique. Et donc, c'est de savoir si les femmes, effectivement, jouent leur rôle. Pour quelqu'un, par exemple, comme nous, qui a vécu l'époque révolutionnaire, qui a vu les Karim Rafiatou devant la scène politique, sur la lutte syndicale, beaucoup de femmes qui ont battu le macadam dans la période et qui se sont fait entendre. On se demande bien si la femme, aujourd'hui, en politique, parvient toujours à tirer son épingle du jeu. Alors, la question, on vous la pose, Cyriac. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous savez, c'est véritablement difficile de faire cet amer constat de ce que l'émergence des femmes en politique a encore véritablement du chemin. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, même avec quand même et le vote de cette loi-là au niveau du Parlement La qui... discrimination positive. Oui, cette loi liée à la discrimination positive qui aujourd'hui impose à chacune des formations politiques qui candidatent pour les élections en République du Bénin de pouvoir quand même mettre sur leur liste un nombre donné de femmes. Mais malgré quand même cet effort qui a été fait au niveau du Parlement, cet effort fait par le législateur, on se rend véritablement compte que le problème se situe au niveau de deux paliers. Le premier palier, c'est le fait que il est véritablement difficile aujourd'hui de pouvoir inventer des femmes politiciennes, des femmes battantes. Parce que la femme, au regard de notre sociologie, est beaucoup plus perçue comme celle-là qui reste derrière, qui reste à la cuisine, à la maison. Et les femmes qui sont au devant de la scène sont souvent la risée de leurs consoeurs, sont souvent mal perçues et puis on les colle des étiquettes pas possibles. Le second problème lié toujours à cette difficulté pour les femmes d'émerger en politique, c'est beaucoup plus lié à cette ségrégation dont elles sont victimes malgré tous les atouts dont elles... Vous savez, majoritairement, ce sont elles qui font les présidents de la République. Majoritairement, ce sont elles qui élisent les maires, les députés et bien d'autres. Et si vous regardez dans l'arène politique, ce sont souvent elles qui, au niveau de la base, sortent et puis on les mobilise. Mais à l'arrivée, au niveau des positionnements, elles sont souvent trahies. J'ai essayé de faire une petite statistique pour constater que lors des dernières élections communales et puis municipales passées, qu'il y a eu au niveau des 5 formations politiques, à savoir UPBR et UDBN et puis FCBE, qu'il y a eu un positionnement de près de 16 400 et quelques hommes comme candidats sur les listes.
Et là où vous avez près de 16 400 et quelques femmes et hommes qui sont positionnés sur les listes pour être élus, conseillers et bien d'autres choses, vous avez à côté à peine 1700 et quelques femmes qui ont été positionnées. Mais la faute, elle est à qui? Ouais, Pas forcément aux femmes. environ. Non, vous Regardez, pouvez pas jeter cette faute-là. j'en viens. Au fait, non, c'est que regardez l'écart. Cet écart-là doit quand même amener nos acteurs politiques qui, au-delà des discours politiques qui tendent un tant soit peu à flatter les femmes, on a connu la période des vous êtes belle. On a également aussi maintenant connu cette période-là où quand même des efforts ont été consentis pour que le législateur reconnaisse la nécessité d'aller à cette discrimination positive. Mais malgré cela, nous notons quand même qu'il y a encore du chemin à faire et que les femmes, au-delà du fait que qu'elles sont souvent en arrière, qu'elles doivent comprendre que désormais qu'elles doivent aller au devant de la scène, qu'elles doivent revendiquer la place qui est la leur, parce qu'aujourd'hui le contexte est beaucoup plus favorable à l'émergence de la femme par rapport à cette période révolutionnaire dont parlait Herman, parce qu'au cours de cette période rares sont ces femmes-là, si ce n'est pas ces femmes battantes qui pour la plupart ont découvert l'université ou qui pour la plupart quand même disons ont quitté l'Europe, ont étudié en Europe. Mais c'est vrai, est-ce que ce sont les femmes qui ont refusé de prendre le lead? Est-ce que c'est pas parce que les hommes aussi ne sont pas disponibles à... J'ai évoqué deux raisons. La première raison que j'ai évoquée, c'est quand rester même, toujours disons, dans l'ombre et aussi les critiques de leurs sœurs, consoeurs, etc. Il y a le contexte social qui ne favorise pas forcément quand même l'émergence des femmes dans la politique. Et vous allez voir que il y a un amer constat. L'amer constat, c'est le fait que la majeure partie de ces femmes qui sont souvent au devant de la scène sont souvent considérées comme des femmes qui ne sont pas forcément sous le toit d'un homme. Donc il y a ces récriminations et bien d'autres choses. La seconde raison, c'est le fait qu'au-delà des discours politiques que les acteurs sortent, c'est que l'implémentation au niveau des formations politiques, ça pose de problèmes. J'ai pu remarquer, à l'exception de l'UDBN qui a positionné 50% de femmes sur sa liste pour les élections communales et municipales, les autres formations politiques, UPBR et bien d'autres, quand même, au-delà des discours qui tendent à mobiliser les femmes et bon, à les faire croire qu'elles sont quand même, disons, celles qui doivent rester au devant des choses, n'ont pas fait les efforts nécessaires. Voilà. Mais la faute également aussi aux femmes qui ne sortent pas parce que on n'ira pas vous fabriquer. Oui, au fait, c'est que on n'ira pas vous fabriquer femmes politiciennes, femmes quand même, disons, convaincantes, battantes, si vous-même vous ne faites pas les efforts nécessaires pour pouvoir être au devant de la scène d'abord. D'accord. Alors, Ricardo, est-ce que les femmes vont sortir et disent je veux faire la politique? Est-ce qu'on ne voudra pas plutôt progressivement leur apprendre à faire la chose pour ne pas faire pied de figure? Et justement, je pense que c'est le rôle des partis politiques aujourd'hui de pouvoir, parce qu'au sein de chaque parti politique, il est important qu'il y ait une cellule qui puisse travailler à former en réalité les femmes pour qu'elles entrent réellement en politique. Mes deux prédécesseurs le disaient tout à l'heure, au-delà du contexte social, on ne peut pas aujourd'hui forcer une femme à faire de la politique. Je pense que la femme doit pouvoir elle-même d'abord être motivée, doit pouvoir défendre en réalité ce qu'elle veut, la vision qu'elle a et pouvoir justement y travailler. Je pense que cela ne peut que passer en réalité par la volonté des femmes elles-mêmes de se mettre en politique. Et c'est tout à fait le rôle en fait des partis politiques. Et les partis politiques devraient pouvoir réellement, dans chaque parti politique, on devrait pouvoir mettre en place ces différentes cellules qui forment réellement non seulement à l'émancipation de la femme en politique, mais surtout à permettre à ces femmes de pouvoir travailler, de pouvoir aller au devant de la scène et de pouvoir justement contribuer en réalité au développement du pays et à la politique en général. Et l'autre chose qu'il est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, combien d'hommes en réalité sont prêts à pouvoir laisser les femmes prendre leur place en réalité. Social dont vous parlez. Absolument. Et dans nos partis politiques aujourd'hui, quand vous le constatez, ils vous diront, les hommes politiques, oui, on peut laisser la femme aller, on peut la positionner, mais combien sont-ils en réalité ces responsables de partis politiques qui décident aujourd'hui de pouvoir mettre en avant les femmes? Je n'en connais pas beaucoup. Et donc c'est ça la grande difficulté aujourd'hui pour ces femmes qui doivent pouvoir elles-mêmes se battre et qui doivent pouvoir affirmer en réalité leurs vœux, leurs désirs de travailler en politique. Il y a quelques femmes qui sortent quand même leur épingle du jeu aujourd'hui, on peut aisément le remarquer. Mais malheureusement,
elles ne sont pas nombreuses. Et Herman, combien sont-ils ces hommes-là qui sont capables de laisser leurs dames aller dans des réunions politiques? C'est quand on sait quand il y a des échéances, le scrutin, les tractations vont jusqu'à des heures indues, on va dire. Quel homme est prêt aujourd'hui à laisser la femme? Il faut aussi considérer ces facteurs-là pour pouvoir dire que les femmes ne prennent pas au sérieux cette Je pense que c'est la pratique dans ce milieu qui fait que beaucoup d'hommes sont hésitants à laisser leurs femmes entrer en politique. Alors même que les hommes qui ont compris que par la femme, leur bonheur peut être construit, vous en voyez qu'ils laissent facilement leur femme entrer en politique parce que justement ils se disent, oui, autant homme, je peux aider la femme à émerger, autant la femme, une femme politique peut aider moi, homme, à émerger. Vous avez vu, vous voyez dans d'autres pays, des femmes députées qui plaident pour que leur mari devienne ministre parce qu'une fois dans l'arène, quand vous n'êtes pas là où les choses se décident, vous n'êtes pas là. Alors le problème ici, c'est que nous avons des femmes qui n'ont peut-être pas compris que, quand je dis des femmes, c'est pas toutes, parce qu'il y en a quand même qui sont leaders de partis politiques, il y a des femmes qui n'ont pas compris que le pouvoir s'arrache. Et ici, nous sommes sur un terrain politique où, justement, on ne fait pas de cadeau. C'est pas un gâteau qu'on donne à partager. Et donc, il n'est pas dit qu'il faut s'asseoir pour attendre que, oui, les hommes, quand ils ont fini de discuter, qu'on puisse dire, bon, par exemple, oui, madame Touboula, bon, on lui laisse un tiers de ce qu'on a. Non, il faut qu'elle se batte et qu'elle se batte résolument. C'est vrai, j'ai évoqué le cas de la période révolutionnaire avec les Karim Rafiatou et tout, qui, bien qu'étant dans un système de parti unique dans la période, donnait de la voix et se faisait entendre. Les Thérèse Wangwa, dans la période, elle se faisait entendre. Aujourd'hui, vous avez des femmes politiques qui, un peu comme, c'est pas, qui restent assises et qui attendent. Et quand on dit des femmes politiques, c'est pas toutes non plus. Il y en a qui attendent, qui attendent qu'on leur apporte le beurre, l'argent du beurre, le fermier, au besoin, la fille du fermier, y compris la vache, quoi. Voilà. Oui, c'est rien que vous avez. Non, bon, je crois que Ricardo a soulevé un point essentiel et qui, quand même, il faut le reconnaître, aujourd'hui est en train d'être corrigé. C'est le fait que, au-delà du rôle lié à du principal rôle qui est la conquête du pouvoir d'État, les formations politiques doivent être au-delà de tout des laboratoires qui forment, qui éduquent, vous voyez. Et peu à peu, nous observons cela avec ces différentes formations politiques qui sont créées depuis bientôt 2 ans, l'UPBR et l'UDBN et bien d'autres formations politiques qui aujourd'hui ont leur unité représentative des femmes. Vous savez, les femmes au Bénin, surtout en Afrique, ont le destin de la mamite qui sait quand même, disons, à tout cuisiner, mais lorsqu'il s'agit de passer à la table, bon, on la laisse à la cuisine. Vous voyez, on malheureusement ce destin-là, mais Herman l'a dit, il est important que les femmes elles-mêmes qu'elles se lèvent pour se battre. C'est vrai que bon, c'est vrai. Écoutez, au fait, laissez-moi finir s'il vous plaît. C'est vrai que la rigidité des hommes en ce qui concerne surtout cette question liée au fait de laisser la femme aller faire la politique est également aussi un autre débat parce que qui veut laisser sa femme sortir avec disons tout ce que nous savons et tout ce qui se passe. Vous voyez votre épouse qui sort, peut-être que vous l'appelez, elle ne décroche pas après, elle décroche à 2h du matin pour vous dire vous voyez qu'elle est au fait en réunion politique d'été. Donc vous voyez, c'est que demain au fait elle n'ira plus. Ah, c'est clair. Donc ça c'est clair. Donc il y a tout cet ensemble là qui fait que peut-être que au fil du temps nous allons peut-être atteindre la réalité des pays de l'Europe de l'Est, parce que en Europe de l'Est ce sont beaucoup plus les femmes qui sont au devant de la scène politique. Déjà peut-être à 19 ans, le jeune homme est appelé à quitter la maison, ce qui est tout le contraire des femmes qui émergent et qui évoluent beaucoup plus dans plusieurs d'autres secteurs. Donc ce sont des réalités et je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité incombe beaucoup plus aux femmes, puisque c'est à elles-mêmes de se battre dignement, de se battre avec beaucoup plus de ferveur pour pouvoir avoir cette place-là, même si elle est inscrite dans la Constitution béninoise. Oui, j'aime bien le volet dignement. Elle doit se battre dignement. Et donc la dignité en toute chose d'ailleurs. Absolument. Donc cette discrimination positive seule ne suffit plus. Il faudrait qu'on fasse réellement, on l'a toujours dit, ce travail de notre société à accepter
que la femme aille devant la scène politique? Absolument, et c'est à cette occasion que je parle en réalité du contexte non seulement sociologique aujourd'hui qu'il faut travailler, qu'il faut revoir, mais le contexte social surtout, pouvoir permettre aux femmes réellement d'entrer en politique et de travailler aux côtés des hommes. C'est difficile pour certaines personnes, évidemment, de laisser leurs femmes aller en politique. Il y a cette image qu'on colle malheureusement aux femmes. Mais je dis une fois encore, et j'insiste, cela dépend en réalité de ces femmes-là qui doivent pouvoir s'affirmer. Cela dépend de ces femmes-là qui doivent pouvoir aujourd'hui se dire, nous-mêmes, nous pouvons faire. Il ne faut pas attendre forcément qu'on vous donne tout, comme Herman le disait à l'instant. Non, il faut aller au-devant de la chose. Il faut travailler. Et c'est pour ça que j'insiste en réalité sur un autre point, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rôle des partis politiques en réalité dans tout ceci. Je sais que depuis plus de 4 ans déjà, il y a certains partis politiques qui travaillent au quotidien à pouvoir former en réalité les femmes en leur sein. Et je pense qu'il faut continuer, il faut inviter tous les autres partis politiques à aller vers ces unités pour former les femmes. D'accord. Alors, on va passer au second sujet, Herman. À moins que vous ayez encore... Bon, ça peut aller. De toutes les façons, on l'a compris, on nous donne le pouvoir, on va le prendre. Ah non, pas du tout. N'attendez pas qu'on donne le On pouvoir. n'attendait pas qu'on vous donne le pouvoir, il faut aller le chercher. Battez-vous dignement pour que la participation féminine à la chose politique ne se transforme pas en une participation de Jean Ballet ou bien c'est une participation de... Non, les femmes sont assez... Elles Elle incarne la responsables. dignité, la Voilà. femme, elle incarne... Oui, c'est d'ailleurs c'est pourquoi nous parlons de se battre dignement pour Et il faut pouvoir... quand même saluer ces femmes, leaders politiques qui ont réussi quand même, Qui ont malgré la réussi. réforme de ses partisans, Bien à sûr. se maintenir et à maintenir le parti politique Absolument. dans l'arène politique nationale. Absolument, Voilà. absolument. Voilà. Elles sont à saluer. Vraiment. On les Ce sont salue nos mères, au vraiment. passage. On va passer au second sujet du jour. Il s'agit du bilan de Patrice Talon au plan socio-économique. Ricardo Leguifico. D'accord. Ça fait partie de vos sujets. Absolument. Écoutez, quand vous avez suivi récemment le discours du président de la République sur l'état de la nation, un discours qu'il faut le rappeler a été très succinct, très concis et très précis. Je rappelle, c'était 20 minutes chrono. 20 minutes au Vous étiez chrono. d'ailleurs en direct depuis Porto Novo, on vous a suivi Absolument. pour le direct. Ça, on l'a pas loupé. En tout cas, il ne fallait pas. Donc c'était un moment qu'on attendait tous, que non seulement les journalistes, mais les politiques également attendaient réellement pour savoir ce qui a été fait, je dirais, en plus de 4 années de gestion du pouvoir d'État. Et quand vous suivez ce discours et que vous faites un feedback, que vous constatez que la tournée, ou la première phase donc de cette tournée qui a permis au chef de l'État d'aller au contact en réalité des populations, d'aller discuter, échanger avec ces populations, d'aller faire cet exercice qu'il a appelé la reddition de comptes. Quand vous suivez tout ça, vous constatez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Tenez, aujourd'hui, moi, je préfère commencer par le bilan économique. Vous savez, malheureusement, le Bénin, en 2019, en 2020, je dirais plus précisément, a traversé des moments difficiles. Comme dans tous les autres pays, il y a eu cette pandémie, malheureusement, de la Covid-19 qui a frappé fort et qui donc a ralenti toutes les activités au plan national. Il y a eu également ce choc exogène, la fermeture des frontières avec le Nigeria, qui a constitué un choc terrible pour l'économie béninoise. Mais il y a beaucoup de stratégies qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment au niveau du ministère de l'économie et des finances, pour réellement avoir une économie résiliente à tous ces chocs exogènes. La croissance économique espérée était à 6-7%, c'est ce qu'on espérait. Malheureusement, on tourne toujours autour de 2,3% à cause de cette crise économique qui a frappé fort et qui a ralenti en fait toutes les activités. Et c'est en ça que je voudrais dire qu'il y a eu toutes les stratégies qui ont été mises en place pour permettre au gouvernement, pour permettre au pays de faire face à ces chocs exogènes. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui que le Bénin a toujours gardé une économie assez forte qui n'est pas en récession, il faut le dire, mais plutôt travaille à ce qu'elle puisse continuer, à ce qu'elle puisse grimper en plus. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que toujours du point de vue économique, il y a eu justement la relance
que le gouvernement a cette stratégie de relance des activités à la suite donc de la Covid qui a permis aux petites et moyennes entreprises, qui a permis aux différentes sociétés de pouvoir retrouver un souffle en réalité pour développer les activités. Et ça, c'est une stratégie très forte qui a payé en réalité. Il y a eu également ce cordon sanitaire qui avait été mis en place, qui justement a permis au Bénin de pouvoir, ou aux commerçants, aux commerçantes, de pouvoir continuer leurs activités. Il n'y a pas eu donc un confinement. Vous savez, toutes ces mesures qui ont été prises favorisaient d'une façon ou d'une autre en réalité la résilience de notre économie face à tous ces chocs exogènes. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'il faut noter en réalité aujourd'hui, c'est également, je dirais, sur le point des infrastructures. Le gouvernement, il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites. Aujourd'hui, je pense que vous et moi, sur ce plateau, unanimement, on est fiers de circuler aujourd'hui. On est fiers de voir tout ce qui se fait comme investissement. Oui, c'est très beau. Mais à côté de ça, il y a un point très important sur lequel le président de la République est revenu tout au long de sa tournée et tout au long donc du discours. C'est l'accès à l'eau potable pour les populations. C'est tellement important aujourd'hui que j'ai suivi en fait les statistiques d'ailleurs qui ont été données. Quand vous alliez entre-temps dans certaines villes et que vous constatez qu'il n'y a que des bidons jaunes qui circulent et tout, vous savez de quelle ville je parle. Aujourd'hui, fort heureusement, on est en droit de se réjouir qu'il y a des avancées, qu'il y a des choses qui ont été faites dans ce secteur-là. Quand on prend le volet électricité et tout le reste. Aujourd'hui, et le chef de l'État l'a dit dans son discours, c'est dire qu'en fait, c'est un bilan qui rehausse en réalité le Bénin. Et c'est tout ça qui a permis de placer ce mandat, de placer donc ce bilan sous le signe de la renaissance du Bénin. La renaissance du Bénin, je pense que cela va sans doute constituer aujourd'hui non seulement un point capital pour 2021, mais surtout pour donner, je dirais, un signal très fort. Un signal très fort qu'aujourd'hui le Bénin a évolué, qu'aujourd'hui quelque chose a changé dans le Bénin. C'est difficile de prendre la parole après Ricardo qui pratiquement a tout qui fait voir aux amis apparemment. Franchement, c'est difficile de prendre la parole après lui. D'ailleurs, après la discussion de l'État, c'est à dessein que c'est le porte-parole du gouvernement qui a été le premier. Interviewé pour nous faire le point sur l'État. Sans doute, quand on a le point focal du porte-parole à côté aussi, je pense que c'est toujours bien. Sans doute, il va dire. Alors donc, justement, parler du bilan socio-économique, c'est vrai que sur ce plateau, quand on parle de bilan socio-économique d'un pouvoir en place, c'est forcément toucher un peu les éléments qui permettent d'impacter le plus grand nombre. Vous et moi, nous sommes à Cotonou. C'est vrai que l'eau potable pour nous, ça c'est rien. L'eau de puits, on laisse le puits dans la maison. Pendant longtemps, on ne l'utilise pas. C'est parce qu'on a de l'eau de robinet qui est là tout le temps et puis on l'utilise. Alors même que cette eau de puits-là, des gens le cherchent dans un village du Bénin et ne la trouvent pas. Et pour la petite expérience, je sais que Théodule Roussa, il est également ici un confrère. Nous étions tous dans un village de Djougou, Kolokonde. On appelle ce village-là. Et on attendait que l'autorité vienne. Et pendant qu'on attendait, c'était à côté d'un pont. Un pont de franchissement. Il y a un vieillard qui se baignait dans l'eau. Et j'ai pu constater 3 écoliers sortis de l'école en tenue kaki qui sont allés dans les profondeurs de l'eau avec un bol et qui prenaient cette eau-là et se désaltéraient. Ça a été pour moi le jour-là l'image de ma vie, parce que je ne peux pas comprendre qu'on se voit que pendant que quelqu'un se baigne dans une eau, que cette même eau puisse servir à désaltérer des écoliers. Après on parlera d'onchocercose, on parlera de maladie hydrique, maladie et tout, mais c'était une réalité dans la localité. Alors aujourd'hui, ces populations, elles les interroger, une fois qu'elles ont l'eau potable, elles vous diront que Patrice Talon, mais c'est Jésus qui est venu, parce que justement cette eau potable, nous à Cotonou, nous ça ne sert à rien. Quand on parle d'électricité, oui, à Cotonou également, la même chose. En fait, c'est que quand on fait le bilan socio-économique d'un pouvoir en place, il faut toujours tenir à l'esprit l'impact que les choix ont sur la collectivité. Et quand on dit collectivité, c'est pas vous, c'est pas moi. Parce que nous avons choisi d'être dans le secteur privé, le secteur privé qui a ses réalités, mais ceux qui sont dans l'informel, ceux qui sont dans les confins de Cotonou, quand on dit confins de Cotonou, allez à l'Adi. À l'Adi, c'est déjà les confins de Cotonou. Donc, pas du tout, vous n'avez pas besoin d'aller chez Alfred Dekenou, vous êtes allé tout déjà. C'est pas besoin d'aller chez lui pour dire qu'on est dans les confins du Bénin. Non, les confins du Bénin, c'est déjà l'Adi, les confins du Bénin, c'est peut-être à côté ici. Et donc, les réalités
sont pas les mêmes. Et donc, je voudrais qu'on ne puisse pas, quand on fait le bilan socio-économique, qu'on ne puisse pas s'écarter trop de la réalité. Ça frappe à l'œil, hein, asphaltage. Pour circuler dans Cotonou, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, vous ralliez d'un point A à un point B, c'est très facile de le faire. C'est un plaisir de circuler, voilà. Et quand on fait aussi le point, quand vous faites le point, de 90 à ce jour, le jeune qui a vu le jour en 90, aujourd'hui, il a 30 ans. Alors, si on n'arrive pas à changer... il a 30 ans, Le jeune qui a vu le jour en 90, il a 30 ans aujourd'hui. Si à 30 ans, vous n'arrivez pas à changer de méthode, c'est que vous n'avez pas de cervelle. Et je pense que Patrice Talon a réussi, quand il est venu au pouvoir, à métamorphoser cette jeunesse. Vous allez en voir aujourd'hui qui savent désormais qu'il faut travailler. J'ai suivi d'ailleurs sur votre plateau tout à l'heure, le plateau de notre confrère, un des éminents duellistes, qui trouvait que oui, dans son village, des jeunes devaient tendre la main pour 1000 francs, ils devaient tendre la main pour 2000 francs, et il trouvait que c'était la pauvreté. Donc je dis non, on n'a pas appris à ces jeunes à travailler. On n'a pas appris à ces jeunes que, en allant au champ, en allant peut-être aider le menuisier à côté, en allant travailler à côté, on pouvait trouver les 1000 francs. On nous a appris pendant longtemps à rester tranquille et à faire des meetings de remerciement, des marches de soutien, des messes d'action de grâce. Et à la fin, on vous donnait, chacun, si on fait bien le calcul, on vous dit, sortez 2 à 2, vous avez 10 000 francs. Sortez 2 à 2 ou sortez par 3, vous avez 10 000 francs. Donc, les jeunes se battaient pour ça. Je pense que Patrice Talon a réussi sur ce terrain à faire un grand bond et c'est encourageant pour nous. Voilà. Oui, Syriac de Kenya. Je pense que Ricardo a déjà peint quand même, disons, le tableau de ce qu'est. Le tableau était comment a déjà peint quelque chose. Quelque chose qui m'intrigue. Tout a été finalement rose alors. Le tableau, non, au fait, c'est que j'en viens à peindre en quelque sorte le tableau de ce que représente aujourd'hui le bilan du président Patrice Talon. Mais il est important de pouvoir donner une précision. Vous savez, lorsque vous parlez quand même, disons, des réformes qui ont été opérées et des avancées majeures que nous avons connues ces 5 dernières années, vous commettez également aussi l'erreur de décevoir un certain nombre de téléspectateurs et qui vous suivent et qui se disent, mais écoutez, ils racontent du n'importe quoi. Oui. Est-ce que ceux-là vivent au Bénin? Il y a ça. Mais pour que ceux-là soient convaincus, il est important que nous puissions quand même, disons, leur dire ceci. Vous savez, le changement auquel nous sommes en train d'assister aujourd'hui au Bénin n'est pas un changement conjoncturel, c'est un changement structurel. C'est-à-dire un changement qui, quand même, disons, prendra du temps et dont les effets se feront sentir dans 10 ans, dans 15 ans. Ça, il faudrait d'abord que cela soit sédimenté dans la mémoire collective des Béninois pour que l'on puisse comprendre que nous sommes en train de consentir des efforts aujourd'hui pour que demain nous puissions quand même, disons, en jouir. La seconde chose qui peut-être rend beaucoup plus difficile la compréhension de tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est le fait que pendant 10 ans, nous avons été habitués quand même, disons, à ce poujadisme, à ce populisme-là, où lorsqu'on parle du social, le social, c'est l'organisation récurrente des meetings. Le social, c'est le fait que les microcrédits soient distribués de façon quand même, disons, de façon pas si organisée que ça. Le social, c'est le fait que vous avez la possibilité, du moment où vous avez un parent quelque part qui est DG, vous allez le voir qu'il vous donne des bons d'essence et autres là. Donc, lorsque l'on parle du social, les gens confondent quand même, disons, la circulation de cet argent-là et la circulation de ces différentes faveurs dont on bénéficiait quand même, disons, à la réalité de ce que devait représenter le social. Le social, aujourd'hui, si nous devons parler du président Patrice Talon et de tout ce qu'il a entrepris, c'est le projet H qui bientôt, quand même, disons, va permettre à bon nombre de Béninois de pouvoir se soigner, vous voyez, sans forcément payer grand-chose. Lorsqu'on parle aujourd'hui du social, le social, c'est ce microcrédit à la FIA qui a été lancé et restructuré, alors que par le passé, nous savons ce que le microcrédit avait donné avec une dette de près de 50 milliards. Ouais, donc pendant les 10 dernières années, pendant les 10 dernières années du président Bouriaï, bien que des efforts aient été consentis, c'est vrai, il faut louer le fait quand même, disons, qu'il y avait assez d'initiatives. Oui. Il faut reconnaître que quand même, disons, c'est que le président Bouriaï, sous son mandat, avait assez d'initiatives pour quand même, disons, sortir les Béninois de la précarité. Mais la démarcation entre la prise de ces initiatives par rapport, disons, à celui-ci, c'est le fait que la gestion est beaucoup plus organisée et structurée. Ce n'est pas que l'on jette de la pierre au président Bouriaï qui a fait 10 ans, non, mais la réalité également aussi au niveau de ces microcrédits, c'était quoi? C'était le fait qu'on veut vous prêter 30 000 francs CFA et vous allez d'abord payer 5 000 francs CFA. Au-delà des 5 000 francs CFA, vous faites une longue file, vous passez toute une journée
et après on vous remet les 30 000 francs CFA avec des gens qui étaient là comme des commissionnaires, ou soit c'est des interventions des partis politiques qui intervenaient, de sorte que les vrais bénéficiaires n'avaient pas forcément assez à ces crédits-là. Mais aujourd'hui, avec le microcrédit à la FIA, vous restez chez vous, l'argent descend au niveau de votre compte mobile money. Et les 5 000 francs que l'on prélevait avant chez les gens, qui étaient comme, disons, c'est une caution que l'on donnait, vous ne donnez plus ça. Et aujourd'hui également aussi, il faut souligner que lorsque vous prêtez 50 000 francs CFA, ce que vous payez comme intérêt à l'État, c'est 2 000 francs CFA. Alors que par le passé, les bonnes dames payaient, je crois, 6 000 francs CFA. Et de la même façon, lorsque vous retirez les sous de votre compte, les agences de réseau mobile, que ce soit MTN ou Move, ne vous défalquent absolument rien. Donc, il y a cette structuration-là au niveau quand même, disons, de l'organisation de ces microcrédits qui aujourd'hui permettent à ce que l'argent des pauvres contribuables béninois ne soit pas dilapidé. Lorsqu'on parle également aussi quand même, disons, de ces réformes-là au niveau du secteur social, mais c'est également aussi ce projet-là qui consiste à embaucher 2000 jeunes chaque année. Ça, c'est le programme PSIE. Ça, là, c'est le projet PSIE. Et c'est un projet de grande envergure. Et l'impact de ce type de projet-là n'est plus à évaluer. Le fait que vous avez votre jeune enfant qui quitte la maison pour aller et qui est pris en charge, ça là également aussi, c'est du social. Il pourra demain également aussi se marier et fonder également aussi une famille sur la base de tout ce qu'il a fait. Donc, je pense que nous devons beaucoup plus voir les choses autrement. Ne voyons pas les changements qui s'opèrent aujourd'hui comme des changements qui doivent donner des effets du jour au lendemain. Non. Si nous voyons la souffrance que nous endurons aujourd'hui parce que le président Patrice Talon est là et est en train d'opérer des réformes majeures comme des changements qui doivent produire leurs effets du jour au lendemain, c'est que nous nous sommes totalement trompés. Et j'aimerais finir par cette petite anecdote lorsqu'on était à Dangbo lors de la tournée du président de la République, où le chef de l'État disait ceci: lorsque vous n'avez rien, on ne vit pas comme celui qui a déjà quelque chose. C'est clair. Quand vous allez en Europe, eux, ils n'ont plus les problèmes d'eau. Eux, ils n'ont plus les problèmes d'électricité. Eux, ils n'ont plus les problèmes de manque de salles de classe. Donc, lorsqu'on collecte les impôts et autres, là, on bataille ça sur les revenus des gens. Eux, ils n'ont plus ce problème-là. Mais, dans un passé récent, ils avaient ce type de problème-là. Au point où, ce que le citoyen européen gagne aujourd'hui, ce n'est pas ce que le citoyen européen, dans un passé lointain, gagnait. C'est pour dire quoi? Lorsque vous êtes quelqu'un qui peut-être, sinon c'est que vous êtes un ouvrier, c'est l'ouvrier qui par exemple dit ceci: moi là, on ne m'appelle pas à partir de 23h. Alors que tu sais que tu es un simple ouvrier. Ouais, et tu veux te comporter comme quelqu'un qui a déjà... Et il disait ceci: lorsque vous allez souffrir pour vous battre jusqu'à ce que vous-même vous deviendrez également aussi un chef, vous allez vous comporter comme les chefs, c'est-à-dire maintenant où j'ai réussi là, on ne m'appelle plus à partir de 23h. C'est pour dire quoi? Nous ne devons pas refuser la souffrance que nous endurons aujourd'hui. C'est une souffrance indispensable au développement. C'est soit l'on nous vend du leurre et que l'on nous met quand même, disons, dans ce cycle infernal de la corruption, de la gabegie, où nous avons l'impression que nous réussissons, mais que le pays n'avance pas. Donc, percevons les choses de façon structurelle et non de façon conjoncturelle. Ricardo Le Kekwekou, souffrir, oui, mais jusqu'à quand? Ça, c'est la grosse question, c'est vrai. Vous êtes tous en costume là. Vous sortez de belles paroles. C'est pas pour autant que... etc. Mais la fin, c'est pour quand? C'est une très belle question. Non seulement c'est une très belle question, mais beaucoup de Béninois se posent aujourd'hui cette question-là. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Mais avant, je voudrais, si vous le permettez, au-delà de ce que Herman et Syria ont rappelé et tout ça, je voudrais qu'on garde quelque chose à l'esprit. Quand vous voulez réussir, quand vous voulez aller loin, c'est que vous devez pouvoir vous y préparer. C'est que vous devez pouvoir mettre en place en réalité toutes les stratégies nécessaires pour y parvenir. Et une bonne fondation d'ailleurs. Une très bonne fondation, merci pour cette expression. Rigueur, abnégation, sérieux au travail, il faut pouvoir cultiver ces valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on est unanime, vous et moi, que ces différentes valeurs aujourd'hui gouvernent en réalité notre pays. C'est très important de pouvoir rappeler en réalité ce principe de base. Et comme le président même le disait dans son discours, il dit que le Bénin
est enfin sur les rails du développement. C'est très important de se réjouir en fait de cela, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, quand vous voyagez, vous dites « je viens du Bénin », on ne sait forcément pas là où le Bénin se trouve. Mais aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que quelque chose a changé, qu'on reconnaît de plus en plus le Bénin, qu'on est fier en réalité d'être béninois. Oui, fier d'être béninois. Déjà avec la CAN, le Bénin... Absolument, sur le plan sportif. Mais à côté de ça, par rapport aux différentes réformes qui ont été mises sur pied, je prends le cas du ministère de l'économie et des finances. Aujourd'hui, il y a tellement de réformes qui ont été mises sur pied. Avant, un fonctionnaire pouvait voyager, pouvait signer plusieurs heures de mission, mais aujourd'hui, ça, il c'est est vrai. président à ETL et être président aussi. Être président aussi à Canal 3. Sans s'inquiéter. Sans s'inquiéter. Et à la fin, elle se voit tout. Absolument. Aujourd'hui, il y a justement une plateforme qui permet de savoir qui Ces voyage, mots. de savoir qui voyage, qui ne voyage pas, et que Ça ne veut pas dire qu'on est mission- jaloux de ceux qui sont Non, dans pas le du secteur tout. public. Pas du tout, pas du tout. Bon, même si vous étiez jaloux. Pas du tout. Et donc, il y a par exemple ces différentes réformes qui ont été initiées qui permettent réellement de pouvoir savoir ce qui entre dans les caisses de l'État. Il y a cette cellule des voyages officiels que nous connaissons tous, qui a été mise sur pied et qui, tenez-vous tranquille, a permis au Bénin, selon les chiffres que j'ai reçus au niveau de la direction du budget, de faire des économies de plus de 14 milliards de francs CFA. Parce que justement, il y a des gens qui, entre-temps, tout le monde voyageait. Mais désormais, c'est plus régulé. C'est pour dire que toutes ces choses Tout le monde contribuent. voyageait en restant toujours au Bénin. Vous pouvez voyager. C'est pour dire que toutes Et ces vous oubliez réformes- aussi les accords sanitaires aussi. Hein, où, c'était on un- pouvait Absolument. passer C'était un voilà. Absolument. Et donc, toutes ces choses aujourd'hui mises ensemble permettent de doper en fait l'économie de notre pays. C'est très important de pouvoir rappeler en réalité cela. À côté de tout ceci, on se plaint tous. Donc, on le dit, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Je ne vais pas revenir sur ce que Syriac a dit parce qu'il a longuement expliqué. Quand on se plaint aujourd'hui de ce que, bon, il n'y a pas d'argent, ça ne circule pas. C'est vrai. C'est vrai, on est tous d'accord. Et tout ce que nous disons ici aujourd'hui, certains Béninois se diront, pardon, que ces gars-là, pour eux, c'est que tout va bien. Là-bas, mais puis, ils ont pris, Voilà. la forêt. Encore qu'on n'a même pas de barbe. Alors, en réalité, il faut accepter les choses parce que justement, tout ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas pour maintenant. Syriac l'a dit, c'est pour demain. Et donc, il faudrait qu'on puisse attendre pour voir le Bénin qui connaît cette renaissance, ce que notre pays deviendra. Et je voudrais, si vous le permettez, revenir sur un aspect très important qui a été évoqué dans le discours du président de la République, c'est le secteur éducatif. Ce sont les réformes, en réalité, qui sont en train d'être menées, en train d'être mises en œuvre dans le secteur éducatif. On a dit on forme plus aujourd'hui à un monde où on n'est pas pragmatique. On n'est pas pragmatique. Il faut aller. Vous voulez dans que je passe l'expression il on faut- forme à la culture générale. il faut Quelle est la aller capitale de tel à la pays? Il vous appuie tout de suite et il professionnalisation. répond voilà. Mais pour aller à la professionnalisation, je pense C'est le qu'il y a directeur. beaucoup de choses qui doivent être faites d'abord. Je pense qu'il faut pouvoir associer les universitaires et réfléchir à comment mettre en place ces réformes qui vont sortir en réalité les jeunes de l'ornière du chômage, du sous-développement et tout. Et cela va nous permettre en réalité, comme il a dit, d'avoir des jeunes qui ont envie de travailler, d'avoir des jeunes qui ont envie de gagner leur vie et qui pourront se prendre eux-mêmes en charge. C'est très important, il faut qu'on en vienne là. La stratégie, c'est... Oui, Oui, je vais embrayer sur ce que Loïc a dit. Le chef de l'État a d'ailleurs dit dans ses réformes qu'il fera en sorte que les collèges d'enseignement général, je dis bien général, soient transformés en Formation lycée Absolument. technique de formation parce que justement, on nous a formé effectivement à la culture générale. Vous et moi avons appris, nous savons tous ce que c'est que la racine carrée, du carré de réel. Nous savons ce que c'est que le cosinus carré de Y. Nous savons que le théorème des moments, c'est un théorème qu'on connaît tous. Mais je ne sais pas si ça me sert aujourd'hui, le théorème des moments, ça me sert aujourd'hui le théorème de Thalès.
Thalès ou de Pythagore et tout. On nous forme à la culture générale. Et quand il l'a dit, c'est vrai que ça a choqué, parce que le Béninois n'aime pas entendre la réalité. Et vous et moi, nous sortons de l'université, on fait la faculté, on sort de la faculté sans savoir exactement où on met le pied. Et si vous n'avez personne pour vous orienter, là, c'est que vous vous mettez à vous promener un peu et vous vous retrouvez finalement quelque part. Je pense que les réalités sont là. Et quand Loïc dit, par exemple, qu'il nous faudra du temps pour toucher du doigt la réalité, je dis non. Les femmes bien au fait de ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, vous diront qu'avec le système talent, leur mari sort de Ouézawé. Parce que justement, le monsieur le monsieur quand il quitte le boulot, parce qu'il n'a plus les tickets valeur. Vous voyez, le cas de Modeste Béninois, on fait un calcul très simple. Il est au bas mot, ou c'est pas, tout au plus à 120 000 francs, comme salaire. Alors, il se taille d'avoir une chambre à coucher de 80 000 francs, 80 000 francs pour la location. Il lui reste 40 000 francs CFA. Les 40 000 francs CFA, c'est dans ça qu'il va payer l'électricité et l'eau. Donc, je mets au bas mot 20 000 francs. Il lui reste 20 000 francs. Et les 20 000 francs, c'est ça qui lui sert à s'habiller, en costume propre, à se déplacer, à nourrir sa femme et ses enfants. D'accord? À payer le voiture. Et donc, on n'était pas encore là, parce qu'il y avait meeting de remerciements, il y avait tout. Oui, on se la jouait. On estimait qu'on était à l'aise dans notre monde. Aujourd'hui, vous allez en voir très peu. Ils ont d'ailleurs qui disent les deux chambres salon de 80 000 francs pour maintenant être confinés aux réalités qu'imposent une bonne gestion de ce qu'on gagne à la fin du mois. Sinon, avant, oui, il suffisait d'appeler un acteur politique, d'appeler telle personne, il vous dit, bon, passe me voir, il vous donne une enveloppe, et puis on se disait, on était à l'aise. Les données ont changé, et donc les ceintures vont se servir davantage, s'il le faut. J'aimerais quand même finir sur ce volet-là, et vous donner un simple exemple. Vous savez, je suis au-delà de tout un promoteur d'organes de presse, et puis on prenait quelques petits marchés dans l'administration, un peu partout. Votre organe, c'était Émergence Info. Émergence Info, oui. Non, au fait, vous savez ce qu'on faisait avant. Et ça, je l'avoue devant les téléspectateurs pour montrer la différence entre ce qu'est Patrice Talon et ce que nous étions tous avant. C'est-à-dire, on fournit les pièces de l'entreprise sur la base d'une pièce donnée. Et lorsque il s'agira de faire le virement du montant, tout, du moment où on ne veut pas payer l'impôt à l'État, notamment les 19%, on s'arrange avec le financier et puis bon, on fournit les relevés de compte bancaire d'une autre entreprise ou bien d'autres choses. Ouais, attendez, au fait, c'est-à-dire, tous ceux qui se disaient hommes d'affaires connaissaient la pratique, c'était la pratique. Et puis, vous fournissez ça et rapidement, et on vire les sous sur le compte. Et vous prenez l'argent sans payer les impôts à l'État. Mais Patrice Talon, lui, il est arrivé très tôt. Bon, peut-être aussi parce que lui aussi... Étant opérateur économique, et connaissant le Béninois. Véritablement, comment est-ce que les choses se faisaient. Il est arrivé dans un premier temps, il impose l'impôt minimum au cours de l'année. Parce qu'on se disait que oui, l'impôt minimum pouvait tout au moins couvrir quand même, disons, ces fuites d'impôts auquel on s'adonnait. Mais arrivé à un moment donné, le monsieur s'est rendu compte de ce que cela ne donnait pas véritablement. À partir de là, il a créé quoi? Il a créé la machine. La machine électronique qui fait la facture normalisée. De sorte que si vous faites n'importe quelle prestation aujourd'hui à l'État ou bien à n'importe quelle structure, si vous n'avez pas facture normalisée, on ne vous paye pas. Et qu'est-ce qu'on veut dire par facture normalisée? Cela voudrait dire que lorsque vous êtes dans votre chambre, même sous votre lit, et que vous tapez l'argent là, c'est la traçabilité. Ça va directement au niveau du compte du trésor. Et le trésor sait déjà qu'à l'instant T, telle personne veut percevoir 1 million. Le trésor calcule les 19% en même temps. Le jour où vous allez percevoir l'argent, le trésor a déjà pris pour lui avant que vous le preniez pour vous. C'est tous ces sous-là. C'est un assainissement. Vous voyez, en fait, c'est tous ces sous-là qui ont permis aujourd'hui à ce que, bien qu'il y ait la fermeture des frontières, que l'on ait pu finir la construction de Marais l'État au point où, lors du tout dernier Conseil des ministres, et avant que le gouvernement n'aille en congé, que l'on ait pu également aussi lancer la construction d'une seconde centrale électrique, de sorte que d'ici 18 mois, le Bénin aura une totale satisfaction en matière d'énergie. Cela voudrait dire qu'on ne payera plus de l'électricité chez quelqu'un. C'est ces fuites-là, c'est ces fuites d'impôts et autres auxquelles on s'adonnait auparavant qui ont permis à ce que, au cours de l'année,
que le Bénin puisse quand même, disons, engranger des dizaines de milliards Tout à fait. qui étaient partagés et éparpillés dans nos poches. Et ce qui n'est Et pas c'est dit- tout ça qui a permis aujourd'hui à ce que le projet asphaltage continue, que bien d'autres choses se poussent. C'est vrai que on nous disait avant, et je le dis pour passer la parole à Herman, on nous disait avant que Non, c'est pas vous on, qui on- avez dit, c'est quelqu'un qui- on nous disait avant que si le Nigeria ferme sa frontière en C'est une qu'on est à semaine, genoux. c'est que le Bénin va disparaître. Mais ce qui est bizarre, et c'est peut-être la question qu'on ne se pose pas, mais comment se fait-il qu'il y ait un contexte de Covid d'abord qui a sévi? Le Nigeria a fermé sa frontière avec le Bénin On est là. pendant plus d'1 an. Mais pourtant, il y a eu le paiement des salaires. Mais pourtant, on continue toujours de voir que l'asphaltage là évolue. Mais pourtant, il n'y a pas eu coupure d'électricité comme auparavant. Peut-être que lorsque le changement s'opère devant nous, on ne s'en rend pas compte. Et c'est peut-être lorsque vous quittez un quartier et que 10 ans après vous revenez dans le quartier et que vous vous rendez compte que waouh, ça a changé. Donc peut-être que c'est ceux qui sont à l'extérieur qui peuvent remarquer le changement qu'il y a au Bénin. Ce ne sont pas Non, des discours fleuves, ce ne sont pas des va discours s'amuser à démagogiques. voir, hein. Ce, peut pas ce dire- ne, ce ne sont pas des discours démagogiques et ce ne sont pas des discours qui tentent maintenant à dire que bon, Patrice Talon, oui, c'est l'ange descendu au Bénin. Non, 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 loin de là. Il est en train de réformer le Bénin suivant quand même, disons, son projet de société. Et il est utile qu'en cet instant que nous puissions rappeler tout cela aux Béninois pour qu'ils comprennent que le social dont on parle, c'est un projet à long terme qui va se matérialiser dans les années à venir. C'est que nous n'avons pas encore abordé vos Oui, sujets. Hein? oui, Oui, Herman, ju- c'est justement, très oui, rapide, oui, hein. pour embrayer sur ce qu'il a dit, c'est vrai que cette fuite d'impôts faisait que dans la vie, il y avait les uns, les autres, etc. De plus en plus, étiez dans vous le constatez, cas nous étions dans les etc. Vous constatez qu'aujourd'hui, on est tous égaux. Et justement, pour embrayer sur ce qu'il a dit par rapport au suivi des travaux, aujourd'hui, le Béninois, l'entrepreneur, quand il prend les marchés, il les exécute. Par le passé, le gars, il prend les sous, le marché, non seulement n'est pas exécuté, mais c'est avec ces sous qu'il organise des meetings de remerciement, des médiations de grâce, de sorte que, une fois qu'on a constaté que ce n'est pas exécuté, et qu'on veut le toucher, on dit non, si vous touchez à Loïc Pécon, il est de Wassa Peyonko, mais tout l'électorat de Wassa Peyonko va le quitter, puisqu'il est le leader de politique dans la localité. Donc aujourd'hui, que vous soyez leader ou n'importe quoi, non seulement le travail est bien exécuté, La preuve, mais le à ministère Calabi. du cadre de vie a fait en sorte que désormais, au lieu que la mission de contrôle en temps soit confiée à des entreprises privées, à des entreprises, désormais c'est le ministère du cadre de vie qui déploie sur le terrain des missions de contrôle. Je pense que c'est Patrice Talon, à quoi qu'on dise, travailler à changer un peu le Béninois. Il a mis le Béninois au travail. Absolument. Voilà. Je crois qu'au-delà de tout ce qu'on vient de dire, au-delà de la satisfaction qu'on peut éprouver aujourd'hui par rapport à tout ce qui a été fait depuis un peu plus de 4 années, il faut pouvoir se pencher sur l'avenir. Et c'est sur ça que je voudrais finir, notamment par le discours que nous avons tous suivi, le discours de présentation donc de vœux du Nouvel An du président de la Que vous République, êtes permis de suivre. qui non seulement s'est réjoui en fait de ce qu'il a apporté, de ce qu'il apporte et de ce qu'il va continuer sans doute à apporter au Bénin, mais surtout de dire encore toute sa volonté, de dire encore toute sa disponibilité à servir le Bénin, à servir notre pays, parce que justement il a commencé, il faut qu'il finisse et qu'il le finisse bien. Il faut qu'il D'accord. continue. Oui. Après, Alors, nous allons évoquer un dernier sujet, celui sur les exigences de l'opposition sur l'audit de la LEPI syriaque. Oui, j'ai voulu à ce qu'on aborde ce sujet-là parce que j'ai beaucoup plus un appel à lancer à l'opposition béninoise. D'accord. Vous savez, oui, 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 Nous avons effectivement, quelques minutes effectivement, pour c'est un appel à lancer à l'opposition béninoise parce que je souhaite et j'ai le vœu de voir une élection présidentielle de 2021 à laquelle participeraient toutes les sensibilités politiques. Et rien que pour cela, j'appelle l'opposition à être beaucoup plus structurée et davantage sérieux dans ses revendications et dans cette démarche. Vous savez, lorsque vous perdez votre temps à pinailler et autour des sujets que d'une certaine façon et ne valent même pas la peine, c'est-à-dire vous perdez le profit de pouvoir évoluer. De quoi je parle? Vous avez aujourd'hui une opposition qui fait sa sortie et qui exige à ce qu'il y ait l'audit de la liste électorale informatisée, l'EPI. Mais écoutez, la LEPI, elle a été mise en place par qui? Par ces acteurs de l'opposition. Elle a été mise en place pour 10 ans. La Sénat qui est là, c'est la Sénat de Boni Yahi. Mais est-ce que la mise en place de cette LEPI, la mise en place de cette Sénat, a empêché Patrice Talon de gagner?
Non. Je me rappelle encore de ce discours-là de Gaston Zossou en 2015 qui disait ceci. Nous savons que cette lépi-là, telle qu'elle a été conçue là, ne nous donne pas de l'assurance. Mais nous vous invitons à aller vous faire enrôler parce que nous allons gagner et nous allons sauvegarder nos voix. Mais vous savez très bien qu'il y a des conventions de la CEDEAO et c'est d'ailleurs l'opposition qui fait quand même de façon récurrente ce rappel-là au pouvoir. Vous savez qu'il y a des conventions de la CEDEAO qui interdisent à ce que l'on touche les tests électoraux à moins de 6 mois de l'élection présidentielle. N'oubliez pas le consensus. Et vous savez très bien, oui, mais écoutez, au-delà de tout, quel consensus? Si aujourd'hui l'on parle quand même, disons, de consensus, on sait que c'est le Parlement qui est là, qui ira pour réformer la loi. Et en cela, on vous fera entendre que le Parlement qui est là est un Parlement monocolore. Le mieux, c'est de ne pas perdre son temps sur ce chantier. Au lieu de concentrer son temps sur des choses qui, pour moi, sont non essentielles, le mieux pour l'opposition aujourd'hui, c'est de prendre le pouvoir au mot. Patrice Talon a dit qu'il veillera à ce que toutes les formations politiques, notamment les grandes formations politiques qui désirent candidater aux prochaines élections, à la prochaine élection présidentielle, aient de candidats. Mais prenez-le au mot. Commencez par négocier les parrainages. C'est comme ça. Et vous êtes sûr et certain que lorsque nous allons rentrer dans cette période que moi j'appelle période de presque immunité, puisque à 2 mois de l'élection présidentielle, le président de la République même perd une grande partie de son pouvoir, c'est-à-dire, au fait, on ne peut plus sévir comme avant, on ne peut plus poursuivre quelqu'un comme avant pour quand même, disons, au nom de la cohésion. Et vous savez que arrivé à cette période-là, d'immunité-là, vous allez bénéficier du soutien même des députés de la mouvance. Patrice Talon, malgré que Yahya Bouni avait le soutien de presque toute la classe politique, avait bénéficié du soutien de 9 députés. Après, ils étaient passés à 11 députés. Mais il a battu tout le monde. C'est pour dire quoi? Si l'opposition se veut être sérieuse, au lieu de perdre son temps à faire des discours qui, pour moi, aujourd'hui, n'ont pas raison d'être, que l'opposition commence pas à travailler, que l'opposition commence pas à négocier les parrainages, que l'opposition commence pas à mobiliser ses militants sur le terrain, pour ne pas être surpris, pour qu'à la dernière minute, l'on ne nous dise pas nous avons été exclus. Salam mon frère. Ah, oui, Herman Aniabosu, on va y aller rapidement. Oui, le problème de la politique. Mais est-ce qu'on peut... Il demande l'audit de la liste, c'est trop demandé. Non, c'est une question. C'est pas trop demandé. Surtout pour des acteurs qui ont montré une grande participation à la construction de cette lépi-là. N'oubliez pas que Éric Mouleté, membre des démocrates ou leader des démocrates aujourd'hui, était aussi de ceux-là qui revendiquaient au cours d'une année qu'on n'aille pas aux élections avec la lépi. La lépi, laquelle lépi a bien Bouni de faire son chaos en 2011. Tout à l'heure sur votre plateau, quelqu'un rappelait, il y a un de vos invités qui rappelait Force Lépi, constitué des acteurs de la société civile qui ont travaillé à ce que la lépi soit un peu auditée ou qu'on puisse quand même voir clair dans ce qui se fait au niveau de la lépi. Je pense que la lépi a une durée de vie, c'est 10 ans. Et ce n'est pas Patrice Talon qui a souhaité que la lépi ait une durée de vie de 10 ans. C'est depuis toujours que ça a été fait. Et quand l'opposition demande par exemple qu'on puisse auditer la lépi, ça voudrait peut-être dire, si pour le citoyen lambda que je suis, que par le passé il s'est passé des choses peut-être que nous-mêmes on ne maîtrise pas, et que sans doute ils craignent, ou cette opposition craint aujourd'hui que la même chose se passe pour qu'on aille aux élections. Mais justement je dis non, il faut savoir raison garder, il faut pouvoir nous montrer qu'effectivement, quand on a bataillé pour certaines causes, il ne faudrait pas qu'on revienne dire que c'est sa seule mère qui sait faire des enfants intelligents. L'opposition ne demande pas forcément ne demande pas que l'audit de la lépi, elle demande aussi également qu'on aille à la constitution de 90, et vous avez bien fait de rappeler le consensus, ce consensus qui a dos large. On parle de consensus de 90, alors qu'en 90, qu'est-ce qui vous dit que c'est le consensus qui a voulu qu'un enfant puisse avoir d'abord 40 ans avant de pouvoir diriger le pays. En France aujourd'hui, Macron à 38 ans, il dirige cette France-là, cette géante-là, il la dirige et il n'y a pas de souci. Malgré la crise des gilets jaunes par ailleurs, il a quand même réussi à se tirer d'affaire. Je pense qu'il faut qu'on y aille très vite. Pas toujours dans ce rôle de cigale. Absolument, non. 3 choses très rapidement à dire, 3 petites choses. Je vais peut-être étonner, mais rapidement, parce que là on a rigoureusement une minute. Est dans son rôle. C'est peut-être une stratégie qu'elle met sur pied pour se faire entendre et tout ça. Mais je me dis, une fois que le premier magistrat a dit il y aura des élections inclusives,
Tout le monde il a pourra travailler. exactement dit que Il a- les Béninois auront le choix de plusieurs projets de Voilà, société. le choix dans plusieurs projets de société, c'est normal d'ailleurs. C'est pour dire que tout le monde sera associé. Et c'est d'ailleurs ça, Ce qui n'est pas une porte ouverte à la pagaille aussi. à la pagaille, Justement. pas du tout. Absolument Donc, pas. ce que je pense, Oui. c'est que l'opposition aujourd'hui, en dépit de toutes les stratégies qu'elle met en œuvre, elle doit pouvoir inviter les uns et les autres à aller, comme cela se doit aux élections, dans la paix et dans la tranquillité. Oui. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien je dirais, de mélanger les choses. Mais Et je pense qu'il d'adopter faut la aller, politique il de faut- 2011 il faut aller de D'accord. l'avant. de l'Union fait la nation, qui avait Malheureusement, on a consisté, plus de temps, qui avait malheureusement. consisté, À appeler les gens à ne pas se faire enrôler. qui avait consisté à ne pas appeler les gens à se faire enrouler en 2011. Eh, mais écoutez, majoritairement les FCBE, les militants de Boniaï sont allés se faire enregistrer et le chaos est arrivé. Pendant que Boni Yahi les invitait à la présidence pour Non, des élections de non. compte et consort, derrière on évitait les Les militants à se faire à se enrôler. faire enrouler. Donc, ils ont été pris au piège. Niambossou, merci. Pour ne pas se faire surprendre. Merci. Ben, c'était un Syriac plaisir. de C'est moi, Canou, merci. merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'est Une fois tout. heureuse année à vous. Merci Et à beaucoup. votre famille. Merci. Merci à C'est vous. tout pour l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Mais juste après, c'est le bulletin d'information.